Bonjour, je suis Christina, je viens d'un tout petit pays qui s'appelle l'Estonie, qui se trouve au nord de l'Europe, avec 1,3 million d'habitants. Et alors je sais que tout le monde vous parle d'innovation, d'IA, de financement, etc. Moi je me suis dit, je vais vous parler d'un truc, je vais vous parler de l'administratif. C'est bien ça, hein, ça vous intéresse, la bureaucratie, l'administratif, je suis sûre que ça vous intéresse. En réalité, je veux plutôt vous parler de simplification administrative et de développement à l'international. Alors, on part aujourd'hui en Europe d'un constat. On crée plus de start-up en Europe qu'aux États-Unis, mais beaucoup de nos startups partent. Depuis 2008, j'ai lu un article comme quoi 30% de startups, de licornes européennes sont parties, surtout aux États-Unis. Donc on est devenu finalement un espèce d'incubateur pour les États-Unis. Pourquoi? Alors il y a certainement différents types de raisons, certainement peut-être une raison de levée de fonds, etc. Mais il y a aussi clairement le fait que l'Europe n'est pas comparable aux États-Unis, puisqu'en fait c'est 27 pays différents et c'est très fractionné aujourd'hui. Et en termes de démarche administrative, lorsque vous allez créer une société, c'est extrêmement fractionné également. Vous avez 27 réalités administratives et parfois des réalités administratives assez pénibles. Donc, c'est un sujet qui a été mis sur la table à Davos par Ursula von der Leyen. Et la semaine dernière, ça a beaucoup occupé également la presse en France. C'est le sujet de ce qu'on appelle le 28e régime ou le EU Inc. en anglais, c'est-à-dire la volonté de l'Europe à créer pour les sociétés donc innovantes, un système qui leur permettrait, un système unifié en Europe qui leur permettrait, en fait, un cadre unifié qui leur permettrait, de créer une société très rapidement et de gérer une société très rapidement, et ce, 100% en ligne. Puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez un réel problème lorsque vous partez à l'international avec votre société, et encore plus lorsque, par exemple, vous avez des cofondateurs dans différents pays. Vous imaginez le casse-tête juridique que c'est aujourd'hui en Europe. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas du tout pertinent de comparer l'Europe aux États-Unis. Alors ce système a été, cette initiative en fait, a été beaucoup saluée par des startups. Je sais que certains aspects de cette initiative sont également un petit peu critiqués. N'empêche que nous, en Estonie, ça nous parle, puisqu'en fait, finalement, on aime bien dire qu'on est précurseur sur le 28e régime, puisque c'est quelque chose qui existe en Estonie depuis 20 ans. On a, au jour d'aujourd'hui, 100% des démarches administratives peuvent être effectuées en ligne en Estonie. On peut enregistrer un mariage et enregistrer un divorce également en ligne. Alors, c'est peut-être un petit peu anecdotique, n'empêche que vous pouvez également acheter un appartement en ligne avec un e-notaire, signer tous vos documents numériquement et donc tout en étant, je ne sais pas, en vacances, au ski, vous signez vos documents chez le e-notaire, vous achetez votre appartement par exemple, ou vous signez votre divorce, c'est peut-être moins marrant. Derrière tout ça, il y a effectivement un système technologique, une base de données décentralisée. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la technologie, ce qui est surtout important, ce sont un certain nombre de principes. Et il y a par exemple un principe qui est le only once, c'est-à-dire que l'administration n'a pas le droit de vous demander une information 2 fois. Quand vous avez entré dans un registre précis une information, par exemple, concernant la création de votre entreprise et le fait que vous allez employer telle personne, tous les autres registres suivent et reçoivent cette information. La signature numérique a officiellement la même valeur légale qu'une signature manuscrite depuis 2002. Donc je vois encore parfois le fait de signer un papier à la main et le scanner, c'est quelque part un non-sens en Estonie. L'enregistrement d'une société
prend, on va dire, 15 minutes. Alors, le record, en fait, qui a été documenté, c'est 15 minutes. Mais généralement, vous ne mettez pas plus de 2 heures pour enregistrer une société. Le lendemain, vous avez l'accord. Et ensuite, toute la gestion de la société est également... toute cette, en fait, tout au long du cycle de vie de la société, c'est également très rapide. On a aussi ce qu'on appelle les services invisibles, c'est-à-dire que c'est les services finalement proactifs que propose l'État, c'est-à-dire que tout au long, en fait, que ce soit votre vie personnelle ou la vie de votre entreprise, alors la vie personnelle, c'est par exemple la naissance d'un enfant, donc c'est enregistré direct, enfin cette information est enregistrée directement par l'hôpital où voit le jour votre enfant, et ensuite tous les autres services sont effectués de manière proactive par l'État. Vous n'avez pas besoin de remplir d'autres éléments, etc. Quand on parle, en fait, enfin, moi je rencontre beaucoup de startups et de fondateurs d'entreprises qui réfléchissent, qui ont peut-être une entité en France, mais qui réfléchissent effectivement à un développement international et qui donc réfléchissent à créer une entité dans un autre pays, à l'extérieur de la France. Donc généralement, on compare en fait un certain nombre d'environnements des affaires des différents pays. Alors j'aurais pu mettre Dubaï aussi dans ce comparatif parce que c'est vrai que bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais c'était très en vogue à un moment donné. Donc effectivement il y a un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux. Mais la démarche en Estonie est tout à fait différente. Comme vous pouvez voir, en fait, les frais en comparaison à d'autres pays sont beaucoup plus faibles et vous pouvez effectuer vraiment 100% de vos démarches en ligne. Il y a plein de comparaisons à l'international qui existent. Par exemple, là, il y a simplement, j'ai pris un comparatif qui existait, c'est la Banque mondiale en fait qui fait ça. C'est le nombre d'heures que vous prend une déclaration fiscale. Donc, c'est-à-dire en fait pour une entreprise type, en Estonie, par an, c'est 50 heures. Je sais qu'en France, c'est 135 heures. En Allemagne, c'est plus de 200. Donc, en fait, c'est le genre de comparatif. C'est pas moi qui les invente, c'est vraiment les organisations internationales qui effectuent ces benchmarks. Alors, c'est peut-être cette facilité justement à créer une entreprise, cette facilité d'entreprendre qui fait qu'en Estonie aujourd'hui, on est leader en nombre de créations d'entreprises par habitant, aussi leader en nombre de startups par habitant et de licornes par habitant. Donc, en ce qui concerne le nombre de licornes par habitant, on est le numéro 1 en Europe avec 10 licornes qui a été créées. Je sais qu'on sait. Donc le premier, ça a été Skype, qui malheureusement n'existe plus, mais avec finalement l'espèce de dynamique qui a été créée par Skype. Et on dit, lorsque Skype a été racheté par PayPal, on appelait ça un petit peu la mafia des startups estoniennes. Finalement, ça a entraîné plein d'autres créations de startups et de licornes, telles que par exemple Bolt, Pipedrive, que vous connaissez peut-être, Wise, qui initialement était TransferWise. Donc, est-ce que effectivement le fait de permettre de faciliter la création d'entreprises et la gestion d'une entreprise, est-ce que ça permet la création de plus de startups? En tout cas, c'est ce que espère effectivement l'Union européenne en souhaitant mettre en place ce système du 28e régime. Alors, pourquoi vous allez peut-être me poser la question, mais en quoi moi, en tant que fondateur ou fondatrice de société française, en quoi ça me concerne? J'ai pas forcément envie de venir m'installer en Estonie. En fait, en 2014, l'Estonie a lancé un programme qui s'appelle l'e-residency. Ce qui veut dire que lorsque vous devenez e-résident, vous obtenez votre carte d'e-résident, vous pouvez créer votre société en Estonie sans jamais y mettre les pieds. Alors bien évidemment, vous pouvez venir en Estonie, interagir ou venir sur des événements, mais pour des raisons administratives,
Ce n'est pas une obligation de venir signer des papiers physiquement, venir faire des procurations, rencontrer un notaire, etc. Et en fait, c'est très simple. Finalement, il faut considérer la carte d'e-résident comme un petit peu votre clé numérique pour accéder au e-service estonien et ensuite faire toutes vos démarches de la même manière que nous l'effectuons sur donc le portail des entreprises qui en Estonie en l'occurrence existe depuis 2007 déjà. Donc, pour résumer, c'est vraiment en fait une identité numérique, un accès au e-service estonien. Cette carte d'e-résident, ça ne sera pas un document de voyage, ça ne sera pas votre citoyenneté, ça ne sera pas une vraie résidence. Mais il faut vraiment le considérer comme un outil numérique pour faire des affaires. Donc, au-delà de cette facilité administrative, vous avez aussi un certain nombre d'avantages que peut vous offrir l'écosystème estonien. Tout d'abord, il faut vraiment voir l'Estonie finalement comme une plateforme à partir de laquelle vous allez faire des affaires et non pas forcément comme un débouché pour votre entreprise ou vos produits ou vos services, mais vous pouvez trouver, selon le type d'entreprise que vous avez, vous pouvez trouver des avantages également dans l'écosystème estonien. Ce qui est par exemple ça peut être très intéressant pour des sociétés qui cherchent à tester une solution innovante, puisqu'en fait, on a un cadre législatif qui permet de tester des solutions. Par exemple, moi, j'avais travaillé pour une entreprise, pour une start-up qui avait lancé une technologie de conduite de véhicules à distance. Et l'Estonie est le premier pays qui a permis à ce type de véhicule de rouler dans les rues de la capitale. On a également un organisme qui s'appelle Accelerate Estonia. Et en fait, leur slogan, j'aime bien leur slogan, c'est We make illegal things legal. C'est-à-dire qu'en fait, ils discutent avec les entreprises qui lancent une innovation et il faut en sorte à ce que la législation et la réglementation soient adaptées, alors tout en restant bien évidemment sans prendre de risques. Mais donc ensuite, on va pouvoir finalement donner un cahier des charges à cette société tout en ayant changé un petit peu la législation pour que le cadre législatif soit aussi là. Donc, et faire ça non pas pendant des années, mais vraiment d'être très réactif par rapport à des solutions qui demandent à être testées ou entrer sur le marché. Et ensuite, une dernière chose, au-delà effectivement de cet outil opérationnel, c'est en fait finalement de rejoindre cette communauté d'e-résidents de 134 000 personnes qui viennent de plus de 180 pays. Et en fait, ça devient c'est déjà devenu une vraie communauté et une vraie manière finalement de réseauter entre les différents résidents et peut-être de trouver également des synergies. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis sur le stand G08 si je ne dis pas de bêtises. Pardon ? 07 ? G07 ? Merci. Et je suis tout à fait à même de répondre à vos questions et de discuter avec vous de vos projets d'internationalisation surtout. Merci beaucoup.